Allez, c'est parti. Donc, quatrièmement, c'était la question 4, assemblage des matrices élémentaires. OK, donc on a notre énorme matrice là, et on va commencer donc par positionner la première. Alors, on l'avait déjà fait en réalité, mais on l'avait fait de manière générique. Donc ça, c'est les numéros des éléments que je suis en train de mettre. Voilà. Non, ça, c'est les numéros des nœuds, par contre. Et je ne les avais pas numérotés de 1 à 5, il me semble. Hein. Je les avais dû les noter de 0 à 4. Oui. Vous me confirmez? OK. Donc, on va les mettre comme ça. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et puis, je vais changer de couleur pour mettre le numéro des éléments. Donc, l'élément 1, il va entre le nœud 0 et le nœud 1. L'élément 2 ici. L'élément 3 ici. L'élément 4 ici. OK. Donc, ma première matrice de raideur élémentaire, elle se situe donc en 0, 0. Elle commence en 0, 0. Normalement, il faudrait que je fasse la même chose ici. Hein. Voilà. Et je vais l'écrire en rouge. Et donc ici, si je mets en facteur devant tout ça, je vais mettre en facteur 4 sur L, ce qui m'évitera de l'écrire partout. Voilà, c'est 4 sur L, facteur de tout ça. Du coup, ici, là, je vais avoir plus que le terme H0 au cube. Là, j'ai moins H0 au cube. Elle est symétrique, donc j'ai moins H0 au cube ici. Et ici, dans le R0, 2, R1, pardon, 1, 1, je vais y arriver, oui, c'est ça, l'élément 1, 1, 1, eh bien, j'ai plus H0. Vous me confirmez que j'ai juste là? Ça, c'est la première matrice élémentaire pour l'élément 1. Oui. Bon, OK. Ça marche. Donc, on la retrouve, hein, si je veux la... Monsieur, peut-être que je me suis trompé, mais la dernière fois, j'avais noté que R11, ouais. c'était égal à 4L de H1 au cube. 4L. 4 sur L, pardon. 4 sur L, mais de H1 au cube, pas de H0 au cube. C'est pour les éléments 3 et 4. Ça, c'est pour les éléments 3 et 4. Mais sinon, pour les éléments oui. 1 et 2, le R1, 0, 0 et le R2, 0, 0, c'est bien H0 au cube. Ah oui, pardon. Mais après, oui, tu as raison. Il y a un moment donné, on va arriver avec des H1 quand on va passer la discontinuité. Ouais. Non, oui, je me suis... C'est bon? Ouais. Ça marche. Donc là, vous constatez que là, effectivement, ça, je mets en pointillé, ça, c'est toute ma matrice de raideur élémentaire qui concerne le premier élément. OK. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir mettre la deuxième. La deuxième, elle a aussi un terme donc, qui commence sur le nœud 1, forcément, parce que l'élément 2, il est à cheval entre le nœud 1 et le nœud 2. Et donc ici, je vais mettre un plus, et l'assemblage, à proprement parler, se fait réellement ici. Et là, ce terme-là, en fait, que je viens de mettre, là, c'est quoi celui-là? C'est petit r de quoi? C'est le R002. C'est le R2, 0, 0. Alors que celui que j'avais mis là, c'était le R1, 1, 1. Donc, je le mets comme ça parce que sinon, ça prête un petit peu à confusion. Parce qu'on a l'impression que c'est le même terme, mais en fait, ce n'est pas le même terme. Hein. Voilà, donc ça, c'est normal. C'est ce qui fait en fait l'assemblage. C'est parce qu'effectivement, j'ai un chevauchement, tout simplement parce que mes éléments partagent un nœud. En fait, ils ont tous un nœud en commun. Ensuite, pour la suite, c'est beaucoup plus classique. Hein. Là, on a moins H0 au cube. Ensuite, on est symétrique, donc on a de nouveau le moins H0 au cube ici.
Et là, on a notre h au cube, 0, ici. Et là, ce que vous constatez ici, c'est que ça c'est ma matrice élémentaire. D'accord. Alors, il y a un truc qui ne va pas là. Si je voulais vraiment être cohérent, la matrice élémentaire du premier élément, hein, elle n'entoure pas le bleu. Hein. Elle est comme ça. OK? Et de la même façon, cette partie-là, il faut que je fasse un peu pareil, sinon je n'aurai pas la place de l'écrire. Là, il va falloir que je fasse un petit crochet comme ça pour dire que ça, c'est la matrice élémentaire de mon élément 2. Donc ça, c'est la deuxième. Ensuite, la suite, ça va tout seul. On va rajouter ici, donc là, ça va être le R00 de l'élément 3, qui vaut combien? H1 cube. Oui, tout à fait. Il vaut H1 cube. Ici, on a moins H1 cube. Là, on a moins H1 cube. Et ici, on a H1 cube. Ça, c'est tout bon. Donc, vous voyez que là, j'ai fait pareil. J'ai fait mon assemblage. Toc, 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 hop. Et là, ma matrice élémentaire de mon élément, hop, 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 elle vient là. Donc ça, c'est de l'assemblage manuel que je suis en train de faire. Et le dernier, on va la mettre en jaune, par exemple. Et là, je vais avoir plus H1 au cube, moins H1 au cube, moins... Alors, attendez, où est-ce que je suis là? H1 cube aussi. Oui, mais je suis en train de... Je me suis tout décalé, en fait. Du coup, comme je ne veux pas tout réécrire, j'ai décalé mes nœuds, en fait. Donc là, ça, c'est le nœud 2. Ça, c'est le nœud 3. Et là, j'arrive sur le nœud 4. Voilà. Ça marche. Je me disais, je ne tombe plus en face. Allez, moins H1 au cube. Et là, là, pour le coup, il va rester que H1 au cube tout seul. Parce que c'est le dernier nœud. En fait, ça, c'est sur le bord de mon domaine. OK. Qu'est-ce qui manque maintenant pour que cette matrice soit complète? Des zéros partout. Des zéros partout. Alors ça, informatiquement, c'est très pratique, parce qu'en réalité, il suffit de partir avec un tableau qui est à 0 et on ne vient modifier que les termes qui sont non nuls. Ouais. Voilà, c'est tout l'intérêt en fait de la méthode. Donc c'est une très grosse matrice à construire, mais en réalité, si on boucle que sur les éléments non nuls, du coup, ça va très très vite. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vient de faire là, c'est l'assemblage, tout simplement, sur cet exemple particulier. Ensuite, vous avez des questions sur l'assemblage ou tout va bien? Non, c'est bon. C'est bon? Ça marche. Alors ensuite, cinquièmement, c'est le calcul du second membre. Alors, c'est un second membre qui est un peu particulier puisqu'il est constant et il n'a qu'une valeur non nulle en un point. Donc, il est très, très particulier. On avait trouvé que LV de H, en fait, c'était 6 mu U, H0 moins H1, facteur de VH de L sur 2. Donc, ça, concrètement, il n'y a aucun assemblage à faire dans ce cas-là. Et donc, mon vecteur colonne, là, LI, c'est 6 mu U. Et donc là, alors si je peux même me permettre de l'écrire complètement, si je ne voulais pas passer par les matrices élémentaires, je pourrais l'écrire, je peux même le décalculer comme ça. C'est phi0 de L2, phi1 de L2, et phi2 de L2, hop, de L2, L sur 2, pardon, phi3 de L sur 3, 2, et phi4 de L sur 2. Et ce que vous constatez, c'est que L sur 2, c'est quelle abscisse? Dans mon maillage? C'est là où on a de la discontinuité. Oui, c'est laquelle? C'est la numéro combien? La 2. C'est la 2. Donc, de par la définition, chaque fois que j'ai un indice qui est différent de 2, ça fait 0.
Donc, c'est pour ça que là, il n'y a même pas besoin de faire d'assemblage, hein. C'est immédiat. Là, j'ai 0, forcément, puisque j'ai 0 au lieu de 2. Là, j'ai 1 au lieu de 2. Là, par contre, j'ai 2. Donc là, il faut que je calcule la valeur. Et la valeur, bah, c'est 6 mu H0 moins H1 fois VH de L sur 2. Mais en fait, j'en ai pas besoin du VH ici, pardon, puisque là, je suis en train de calculer ma matrice. Donc, j'ai déjà simplifié par le VH dans mon système. Donc, j'ai que ça, en fait, à mettre. J'ai 0 et j'ai 0. Voilà, c'est tout. Là, je vous ai écrit tout le second membre, mais il ne faut pas oublier que quand je suis passé au système matriciel, le V de H, en fait, il s'est supprimé puisque j'ai sous-simplifié par V de H. Donc, j'ai plus de V de H, en fait, derrière. OK. Et ben, une fois que j'ai ça, on n'a plus qu'à simplement prendre en compte les conditions limites. Les conditions limites, dans notre cas, là, elles sont super simples parce qu'en réalité, on n'a que des conditions limites au bord de Dirichlet homogènes. Donc ici, ce sont des conditions limites de Dirichlet homogènes. Alors, on fait un distinguo entre la prise en compte des conditions limites Dirichlet homogènes et non homogènes. Non homogène, c'est que vous imposez une valeur, mais qui est non nulle. Homogène, la valeur est nulle. Et effectivement, d'un point de vue numérique, c'est-à-dire programmation, elle ne se traite pas de la même façon. Voilà pourquoi on peut avoir plusieurs façons de prendre en compte ces conditions limites. Donc, la première chose qu'on peut faire sur notre gros système, là, bah, c'est de dire que de toute façon, bon, je ne vous l'ai pas mis, mais ici, là, je le mets en pointillé parce que je ne veux pas l'écrire comme ça, sinon mon égalité serait plus juste, hein. Là, en fait, j'ai mes inconnus. Donc, en fait, là, j'ai ma matrice, ma matrice colonne P ici, qui est égale à quelque chose ici. Je le mets en pointillé pour éviter que mon égalité là-bas soit fausse, hein. Et là, en fait, ce truc-là, ça, c'est L, que je viens d'écrire. Donc, à partir du moment où je connais une valeur ici et une valeur là, je n'ai plus à la chercher. Donc, dans cette méthode-là, ce qu'on fait, eh bien, on va tout bêtement barrer la ligne où on a notre valeur qui est donnée. Comme c'est une condition de Dirichlet homogène, vous pouvez faire le calcul, mais en fait, du coup, ça ne sert strictement à rien d'utiliser cette colonne. Donc, vous pouvez la barrer aussi. Et je fais exactement pareil avec la dernière, sur le nœud 4. Je peux barrer ma ligne. Comme c'est une condition de Dirichlet homogène, je peux aussi barrer ma colonne. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'en fait, il ne me reste plus que le petit système 3,3 à résoudre qui est là-dessous. Donc, la première méthode, ça consiste... Bon, on va mettre première méthode. Elle n'a pas de nom, celle-là, hein. On barre les lignes et les colonnes qui comportent des conditions de Dirichlet homogènes. Alors, je vais insister sur le mot homogène, très très important, parce que vous ne le ferez pas si elles ne sont pas homogènes. Vous ne pourrez pas barrer de cette façon-là si elles ne sont pas homogènes. Il y a une autre façon de prendre en compte les choses. Mais si vous avez des conditions limites de Dirichlet de type homogène, sans problème, vous pouvez faire exactement ça. Vous barrez les lignes et les colonnes. Donc finalement, le système que j'ai à résoudre, il est vraiment tout petit. C'est un système 3,3. Je le réécris ici, hein. Voilà, vite fait. Donc là, je vais avoir 2h0 au cube, moins h0 au cube, 0, moins h0 au cube. Là, vous n'allez pas avoir 2 parce que c'est pile la limite, donc ça fait h0 au cube plus h1 au cube. Là, vous allez avoir moins h1 au cube, 2h1 au cube, moins h1 au cube et 0. Voilà. Donc ça, vous le multipliez par vos vecteurs inconnus. Donc ici, vous avez P1, P2, P3, qui sont les pressions donc au nœud 1, au nœud 2, au nœud 3. Et ça va être égal à votre second membre qui vaut 6 mu U H0 moins H1 et 0.
Voilà. Donc là, informatiquement parlant, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure sur MATLAB. Vous avez simplement à inverser le système. Donc, vous calculez, sur MATLAB, vous faites la division tout simplement du second membre par la matrice qui est à gauche. Et automatiquement, puisqu'en fait, ça correspond à prendre l'inverse de la matrice et la multiplier. Et du coup, ça va directement vous donner P1, P2, P3. Alors, vous pouvez le faire aussi à la main, hein. C'est assez vite fait. Là, je ne vais pas le faire, mais par contre, je vais vous donner ce que j'ai trouvé moi. Donc, j'ai trouvé ça, en fait. P1, ça vaut cette valeur-là. Voilà. C'est aussi, vous trouvez la même chose pour P3. Donc, finalement, vous n'avez qu'un calcul à faire ici. Et puis, le seul deuxième calcul que vous avez à faire, c'est P2. Il vaut 3L, mu U H0 moins H1 sur H0 cube plus H1, plus H1 au cube. Et puis, bien sûr, les autres, ils ne sont pas inconnus, hein. Donc, vous pouvez les rajouter. Vous avez P0 qui était donné, qui est égal à 0, et P4 qui est égal à 0. Voilà, donc du coup, on a notre solution. Alors, la solution, on peut même la tracer. Donc, je vais la tracer comme ça rapidement. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon x0, x1, x2, x3 et x4, la fin de mon domaine. Donc, je vais avoir un maxi ici au niveau de x2. Et sinon, c'est tout homogène. Donc, ça va donner ça. Oup. Et voilà. Donc, j'ai deux droites. Donc, sur la valeur maxi, j'ai cette valeur-là. Ça, c'est ce que j'avais sur P2. Donc, ça, c'est la valeur maxi. Elle est là. Et là, eh bien, vous constatez qu'effectivement, j'ai la même valeur en x1 et en x3. Et que cette valeur-là, eh bien, c'est celle qui est prise par P1. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Bon, cette solution, on peut même, après, on vous demande aussi de la trouver directement sans passer par les éléments finis. Ça marche très, très bien. Là, ce que je voudrais faire, c'est plutôt continuer sur la partie prise en compte des conditions limites. Alors, la deuxième méthode, pas de nom non plus, hein. Alors, il y a des méthodes qui ont des noms, des méthodes qui n'ont pas de nom, hein. Donc, dans cette deuxième méthode, elle va pouvoir, celle-ci, je vous le mets, elle peut prendre en compte les conditions aux limites de Dirichlet non homogènes. Alors, à partir de maintenant, en fait, toutes les méthodes que je vais vous présenter permettent de faire ça. Donc là, en fait, on fait pareil, à une petite différence près, parce qu'on ne va pas carrément supprimer les lignes et les colonnes, hein. L'idée, c'est de mettre à 0 les lignes des nœuds avec des conditions limites de Dirichlet. On ne va pas les supprimer, on va mettre à 0 et on met un 1 sur la diagonale correspondante. Voilà. Et dans le second membre, il faut remplacer le second membre de la ligne en question par la valeur donnée pour la condition limite de Dirichlet. C'est là où ça devient intéressant. Alors là, vous allez voir, ça ne fait aucune différence puisque la valeur était déjà nulle.
Mais si vous aviez une condition de Dirichlet non homogène, où une valeur est imposée, bah là, c'est là que vous allez prendre en compte cette fameuse condition non homogène. Donc, la valeur donnée par la condition limite de Dirichlet. Et si c'est homogène, bah, cette valeur donnée, c'est 0. Donc, on va se retrouver dans le même cas. Donc, finalement, ma matrice, je vais la récupérer parce qu'elle m'intéresse. Je la reprends, elle est là. Elle n'est pas plus haute. Si, elle est plus haute. Mais tu vas voir, en fait, je vais m'en sortir avec un tour de passe-passe super sympa. Hop. Oui, bien sûr qu'elle est plus grande, puisque là, je ne supprime pas mes lignes. Donc, je ne vais pas pouvoir la garder telle qu'elle exactement. Il va falloir que j'enlève les petits zigouigouis qui sont comme ça, là. Voilà. Là, c'est pareil, et là, c'est pareil. Et effectivement, là, je suis obligé de remettre P0, là, je suis obligé de remettre P4, et je vais l'agrandir. En fait, au départ, elle avait cette taille-là. Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà. Alors, je ne remets pas par contre les termes en question qui vont être là, parce que ceux-là, je vais les supprimer, hein, tout simplement. Donc, les termes, du coup, je mets directement leur valeur. Donc, comme je vous dis, on met 1 sur la diagonale et 0 partout ailleurs. Par contre, non, il me manque des trucs là. Il me manque... La dernière colonne. Ouais, il me manque des colonnes. J'ai oublié, il faut aussi que je rajoute mes colonnes là. Sinon, ça ne marche pas. Il faut un petit peu de place là pour rajouter mes colonnes. Voilà, voilà, voilà. Du coup, ouais, en plus, du coup, non, mais c'est faux ce que j'ai mis là. Parce que là, il y a, du coup, quand je vais agrandir, il n'y aura pas ça. Je refais propre, hein. Je vous dis quand ça devient bien. Hein. Voilà. Ça ne change rien parce qu'effectivement, je n'ai pas ces valeurs-là. Là, voilà. J'ai un 1 ici parce que je suis sur la diagonale donc, de la valeur qui est donnée. Et le P0 qui est là, qui était une inconnue, je le remplace ici par sa valeur donnée, par 0. J'ai fait ça donc pour la première ligne et je fais ça aussi pour la première colonne. Voilà, ça c'est pour la prise en compte en fait de ma condition limite sur le nœud d'abscisse x0, donc le premier nœud en fait. Et l'autre en fait, Colonne. Si, il manque encore une colonne. Là, je me suis occupé que de la partie gauche. Il faut juste que j'agrandisse ça. Voilà. Donc, du coup, là, je mets des zéros. Et l'autre colonne qui me manque, effectivement, c'est celle où il y a un 1 ici. Là, je mets que des zéros. Voilà, donc ça, c'est l'autre façon de faire. Et puis là, bien sûr, je remplace ici par la condition de Dirichlet qu'on me donne. Si elle n'était pas nulle, ben, je trouverais autre chose. OK. On met à 0 les lignes et les colonnes des nœuds. Ouais, parce que ici, je suis en homogène, en fait. Ce qui va donner, en fait, le même système que tout à l'heure. Hein. Si tu regardes bien, ça donne exactement le même système. OK. Tout ça, c'est une autre façon de faire. Le second membre, bah, dans ce cas-là, il ne change pas, hein, puisque ça va être égal à P0, et ça va être égal à P4. Donc, imaginez que je sois avec des conditions limites non homogènes. Vous prenez simplement la dernière ligne, eh bien, vous allez bien retrouver que P4 est égal à P4. Quoi. Ça revient à ça. Donc là, aucun problème. Le désavantage de cette technique, c'est qu'elle ne va pas vous permettre forcément de trouver, on va dire, le dual de l'inconnu de la connue de Dirichlet. Elle a un dual, en fait. Et ce dual-là, vous ne le déterminez pas. Pour prendre un truc clair, par exemple en mécanique des milieux continus, si vous imposez un déplacement quelque part, ça veut dire que vous allez avoir un effort de réaction en fait, sur le nœud sur lequel vous avez imposé le déplacement. Eh bien, cet effort de réaction, c'est la valeur duale, eh bien, elle pourrait en fait, être calculée avec la résolution de ce système aussi.
Malheureusement, cette méthode-là ne permet pas de faire ça directement. C'est une méthode assez simple, mais ne permet pas d'avoir toutes les inconnues du problème. Ensuite, il existe une autre méthode. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'aimerais bien vous faire plutôt la méthode qui m'intéresse, qui est la méthode des multiplicateurs de Lagrange. La troisième méthode, c'est la méthode qui a un petit nom, ça s'appelle la substitution. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas trop perdre de temps? C'est difficile en fait de ne pas vraiment perdre de temps. Non, je suis obligé de vous l'écrire complètement en fait. On reprend la matrice totale. Donc, je vais la chercher, ça m'évitera de la réécrire. Hein. Non, elle est trop dégueulasse. Ça, je vais... Non, je ne l'ai pas en fait, la totale. Donc, je suis obligé de reprendre la totale. On y va. Donc, je la réécris. On a H0 au cube. Hop, et puis là, tout ça, c'est multiplié par 4 sur L. H0 au cube, moins H0 au cube, moins H0 au cube, 0, 0. Là, on a 2H0 au cube, moins H0 au cube, 0, moins H0 au cube, 0. Là, on a H0 au cube plus H1 au cube, 0. Ensuite, on a moins H1 au cube. Non, 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 il n'est pas là, le moins H1 au cube, c'est pas possible. Tac, 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 À la place, ouais. il est là, ouais, il est à la place du 0. Merci beaucoup. Moins H1 au cube. Là, donc, j'ai un moins H1 au cube. Là, j'ai un 0, 0. Ensuite, j'ai 3 0. Et là, je vais avoir un 2H1 au cube, moins H1 au cube. Et là, j'ai un moins H1 au cube. Et du coup, là, j'ai encore une rangée de 0. Et j'y arrive, ça c'est H1 au cube. Et là, je multiplie tout ça par mes inconnus. Là, j'ai P0, P1, P2, P3, P4. Et ça, c'est égal à mon second 0, 0, 6 mu U H0 moins H1, 0, 0. Ça y est, j'y suis arrivé. Donc, l'idée, ici, c'est de mettre tout ce qui est inconnu ou connu ensemble. Donc, je vais prendre toute cette ligne. Voilà. Et je vais la transporter pour l'emmener au-dessus. Donc ça, informatiquement, c'est assez facile. Hein. On a simplement à faire des changements d'indice et on recopie donc des lignes entières dans une autre ligne. Donc, en fait, on reconditionne finalement notre système. Alors, si je fais ça, il faut faire gaffe. Parce que ça veut dire quoi? Pour trouver toujours le même résultat, il faut aussi, bien sûr, que j'emmène mon inconnu P4 là-haut. Il faut que j'emmène, alors là, ça ne va pas changer grand-chose, mais il faut quand même que j'emmène mon second parce que ça va tout me décaler quand même, là-haut. Si je veux que ça soit le même système que je suis en train de résoudre, eh bien, en réalité, il ne faut pas que je fasse que ça. Il faut aussi que je prenne ma dernière colonne, qui est là, et que je la passe devant. Ici. Bon, informatiquement parlant, en général, on fait cette première opération-là, enfin, cette opération-là, on l'a fait en premier, celle-ci, on l'a fait en deuxième. OK? D'ailleurs, il vaut mieux le faire dans ce sens-là, sinon ça ne marche pas, en fait. Je suis en train de m'apercevoir, j'aurais dû vous dire d'abord qu'on faisait la première opération, parce que sinon, ça ne vous donne pas le même système. Bon, une fois que vous avez fait ça, donc là, on fait simplement des permutations de lignes. Hein. On change, en fait, du coup, ça veut dire que globalement, ça veut dire que cette ligne-là va devenir la dernière, celle-ci l'avant-dernière, etc. C'est tout, et on passe en premier, donc la dernière. On fait une permutation. Donc ça, le but, en fait, c'est d'avoir des choses qui sont connues directement, tout ensemble, et des choses inconnues tout ensemble. Donc du coup, ça va me permettre de réécrire mon système complètement.
je le mets comme ça. Ça va faire 4 sur L. Et là, je vais avoir en fait une première matrice qui va être H1 au cube, 0, 0 et H0 au cube. Ensuite, à côté, j'ai 0, 0, moins H1 au cube. Alors, c'est beaucoup moins évident de le faire à la main, hein, bien sûr, que de le faire informatiquement parlant. Informatiquement parlant, c'est rien, c'est juste des changements d'indices. Ensuite, j'ai là-dessous une autre matrice qui va être 0, moins H0 au cube. Donc ça, en fait, ça vous permet de voir ce qu'a fait ma permutation, mes deux permutations. Donc, si vous voulez le refaire, c'est sympa. Ça vous permet de constater ce que vous devez trouver. Donc ici, j'ai ma dernière matrice, moins H0 au cube, 0, moins H0 au cube, H0 au cube plus H1 au cube. Là, j'ai un moins H1 au cube. Et là, j'ai un 2, ça se termine par un 2H1 au cube, ce qui est normal, puisque ça, c'était ma dernière ligne, en fait, hein, qui est passée avant-dernière maintenant. Et là, j'ai un 0. Voilà. Ça, c'est les deux permutations qui me donnent ça. Bon, pour les inconnus, je pense que là, ça va être beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus facile. J'ai P4 ici. En dessous, je vais avoir P0, P1, P2, P3. Et ça, c'est égal à mon second membre qui a aussi permuté avec la première ligne. Donc, il va me rester une inconnue 4 ici, une inconnue 0 ici. Alors, ce n'est pas pour rien que je les appelle inconnues, puisque du coup, ça va me donner ces fameuses valeurs duales de mon champ de pression qui est imposé à ces endroits-là. Et là, j'ai 0. Voilà. Alors, si on veut comprendre à peu près quelque chose, mes groupements de matrices, en réalité, je vais en retrouver là. Voilà. Je n'aurais pas dû écrire comme ça, j'aurais écrit avec le rouge comme ça. Et cette matrice-là, c'est celle qu'on va appeler R tilde. Celle qui est là, c'est R'. Celle qui est là, ce morceau qui est là, on va l'appeler R. C'est une matrice qu'on appelle R. Pardon, elle s'appelle R bar. Il me faut plein de notations, hein. C'est pour ça que vous avez autant de choses, hein. Si vous regardez bien, en fait, celle-là, vous la connaissez déjà. De par la construction qu'on a faite, ça, c'est en réalité, c'est la transposée de R'. Si vous regardez R' là-haut, ça, c'est la transposée de R'. OK. Ensuite, ça, ce qui est connu dans mon membre des inconnus, je vais l'appeler le vecteur colonne P bar. Ensuite, ce qui est ici, ça, c'est mon second membre connu. Je vais l'appeler L bar. Et il me reste un truc à mettre, c'est ça. C'est mes inconnus classiques que je dois trouver, que je vais appeler le vecteur P tilde. Bon, très joli toutes ces couleurs, hein. Bon, c'est beaucoup plus clair quand on va écrire ça sous forme matricielle. Donc, si je reprends mon système, alors bien sûr, c'est tout multiplié par 4 sur L, hein. En réalité, j'ai R tilde ici, là, j'ai R', là, ici, j'ai la transposée de R', et là, j'ai R bar. Voilà, en fait, mon système matriciel, il se décompose en 4 sous-matrices. Et là, fois un P bar, et là, j'ai P tilde. Et ça, le tout est égal à L tilde et L bar. Alors, quel est l'intérêt? C'est que maintenant, je vais pouvoir résoudre, en fait, ça, je peux l'écrire sous forme macro, hein. Si je le développe exactement comme je le développerais sur un produit matrice vecteur, j'ai de manière macroscopique, là, j'ai R tilde multiplié par P bar,
plus R' multiplié par P tilde, qui doit être égal à L tilde. Ça, c'est un premier sous-système, en fait. Et ensuite, j'ai transposé de R' fois P bar. Donc ça, je suis en train de dire deuxième ligne je suis en train de lire ici, deuxième ligne fois la colonne. Donc ça fait transposer de R' P bar plus R bar P tilde. Et ça doit être égal à L bar. Ça, c'est deuxième système. Cette équation que je viens d'écrire, en fait, je peux l'écrire différemment. Je peux l'écrire R P tilde, R bar P tilde, donc c'est mon terme qui est là, qui est égal à L bar moins transposé de R' P tilde. Et tout ça, là, si vous regardez bien, tout ça, c'est connu. P bar. Comment? Ouais, c'est un P bar, là. Tu as raison. Donc, normalement, oui, P bar, oui, parce que sinon, ça ne serait pas connu. Merci. C'est un P bar. Donc, ça, c'est connu. Un peu, s'il vous plaît. Oui, comme ça? Encore un tout petit peu. Oui, mais là, on voit. Merci. D'accord. Bah, j'attends un petit peu. Hein. Tu me dis quand c'est bon? Monsieur, Oui. en attendant, j'ai une question. Je comprends pas pourquoi on a dû d'abord faire les opérations avec à déplacer les lignes et les colonnes avant d'assembler les sous-systèmes, de nommer les matrices avec les barres, les tildes et les primes. Bah, parce qu'en fait, je suis obligé parce que, justement, c'est ce que j'allais dire maintenant, l'équation que je viens d'écrire, la 2, là, elle peut se résoudre indépendamment de l'autre. Ouais. Parce que, mais il faut que je puisse remonter. J'attends le feu vert là pour remonter. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de baisser, donc je voudrais qu'il me dise je peux ou pas. Presque. Ça va répondre à ta question, je pense. Hein. D'accord. Donc j'étais en train de vous dire que L moins transposé de R' était que des choses qui étaient connues. Si tu regardes bien, c'est tout connu. Mais L moins transposé de R' P bar est connu. Tout ça, c'est connu. Ça, là, c'est aussi connu, puisque je l'ai calculé. Donc, ça veut dire que je peux inverser mon système et je peux trouver, on résout en fait, on résout ça, et on trouve P tilde. Ça va? Ouais. Mais Donc, moi, ma question, c'était Oui, vas-y. Ma question, c'était plutôt, on a, on a séparé notre système en deux sous-systèmes, en séparant toutes les différentes couleurs. Mais avant ça, on a fait une autre opération et je ne comprends pas bien comment les deux sont liés. Pourquoi Alors, là, OK. Les deux sont liés parce que ça, c'est mon système d'origine qui est là. Ça, c'est l'origine. Ouais, Ça, OK. Et en réalité, pour pouvoir écrire justement ce R tilde là, et ce R', etc., eh bien, je suis obligé de regrouper toutes mes inconnues entre elles. Sinon, je ne pourrais pas écrire une matrice. Je ne pourrais pas écrire ça, en fait. Je ne pourrais pas écrire ça si je n'avais pas fait cette opération-là. parce que les inconnus ne seraient pas collés Bah, les elle unes aux serait autres. n'importe où dans ma matrice. Parce que là, Ah bon, oui, d'accord. là c'est encore relativement simple parce qu'il se trouve que mes inconnus, enfin mes conditions limites, comme je suis en 1D, sont forcément premier et dernier élément. Dernier nœud, D'accord. pardon. Donc forcément, c'est simple. Mais c'est pareil, en fait, quand tu veux le faire sur des éléments 2D, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas regrouper toutes les lignes des connus et toutes les lignes des inconnus. Mais comme tu fais un changement de ligne, pour avoir le même système, tu es obligé de faire aussi une permutation de colonnes. C'est pour ça que j'ai permuté la D'accord. colonne du fou. Ça marche? Ok, j'ai compris. Merci. Et du coup, ben, ce système-là, effectivement, nous montre qu'on peut trouver la partie P tilde, en fait, de P. Et ça me permet, du coup, parce que P bar, je le connais déjà, donc c'est déjà bien, mais ça va nous donner quelque chose d'autre, en fait. Ça va me donner, parce que maintenant, je vais injecter ça dans ce que je viens de trouver, là, le P tilde que je viens de trouver, ben, on l'injecte. On injecte donc ce P tilde dans 1.
l'équation 1, et du coup, on calcule le truc qu'on ne connaissait pas tout à l'heure et qu'on n'avait pas moyen de calculer, qui était L tilde. Bah oui, parce qu'en fait, L tilde, vous pouvez le donner, c'est simplement R tilde qui est connu, fois P bar qui est connu, plus R prime, fois P tilde qui est connu, puisque vous l'avez déterminé juste avant. Et ce L tilde, ah merde, j'ai oublié de le nommer. Il est là. C'est lui, L tilde. Vous avez oublié de me le dire, ça. Hein. Et donc, du coup, je connais en fait mes inconnus duals de mes deux pressions connues. OK, donc ça, c'est la méthode des substitutions. Donc là, on commence à arriver dans des méthodes intéressantes parce qu'elles permettent de connaître les variables duales, en fait. Ensuite, alors que les autres, on s'en foutait, donc on les éliminait, on ne les calculait même pas, en fait. On ne les regardait même pas. La dernière méthode est la méthode en fait, la plus appréciée et la plus facile à mettre en œuvre parce qu'elle ne touche pas du tout le système. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et cette méthode-là, c'est la 4e méthode que je vous présenterai. Alors, il y en a encore d'autres, hein, mais je m'arrêterai là. C'est la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Multiplie, je ne sais plus écrire moi. Multiplicateur de Lagrange. Alors, je ne vais pas vous présenter comment on est arrivé à ce résultat-là. Simplement, je vais vous donner la technique. Alors, l'idée maîtresse, c'est on ajoute des équations supplémentaires. Pour prendre en compte les conditions limites de Dirichlet. Donc, on avait un système qui était R P tilde, par exemple, égale L bar, voilà. Et on va rajouter en fait une matrice supplémentaire qu'on va appeler D. Je l'ai appelé D bar. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé D bar. Non, je ne l'ai pas appelé D bar. Non, je l'ai appelé D tout court. Voilà. Et cette matrice supplémentaire, eh bien, quand on la multiplie par P tilde, elle va nous donner P bar. Donc, D, si vous regardez bien, c'est une matrice rectangle de ND fois N. N, c'est mon nombre de DDL. Ici, j'en ai qu'un par 2, donc c'est aussi mon nombre de nœuds. Nombre de DDL. Et en fait, ND, c'est quoi? Ça, c'est le nombre de valeurs imposées. Nombre de valeurs imposées par les conditions limites de Dirichlet. OK. Donc, du coup, si on regarde précisément, ça veut dire que le macro-système que je vais résoudre, c'est R, ma matrice que je n'ai pas touchée, auquel je vais rajouter la transposée de D. Là, je vais rajouter D. Là, j'ai besoin de rien, donc je mets une matrice nulle, en fait. Et ça, c'est à multiplier par P tilde, mes inconnus, moins L tilde. Alors, le moins, il vient effectivement, vous ne pouvez pas comprendre d'où il vient simplement avec ce que je suis en train d'écrire. Il vient de la minimisation de l'énergie, mais je vous en reparlerai peut-être une autre fois, mais pas cette fois-ci. L bar, et là, j'ai P bar. Donc, ce système est plus gros que le premier, en fait, mais par contre, je ne l'ai pas touché, le premier. Parce que ce système, il est à N plus ND, inconnu, et N plus ND, équation. Donc, ça veut dire que je peux le résoudre. Ça, c'est une matrice nulle. Hein. Donc, elle n'a que des éléments nuls, et elle fait ND par ND. Donc, si vous m'avez bien suivi, dans le problème qu'on a, comme on a 2 degrés de liberté qui sont connus, ça veut dire que ND égale 2, donc cette matrice nulle, elle doit faire ces 4 éléments qui vont valoir 0, 0. Alors, bon, ça, c'est la technique, c'est la recette. Hein.
effectivement, on arrive à cette conclusion-là quand on veut faire de l'utilisation des multiplicateurs de Lagrange. Et sur l'exemple du TD, ça donne quoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il faut que je reprenne toute ma matrice. Donc, je la reprends complètement. J'aurais dû prendre le 4 sur L avec, c'est pas grave. Hop là, je la descends là. Alors, il me faut un petit peu de place parce qu'il faut que je rajoute plein de trucs, hein. Alors, il faut faire attention, là, le 4 sur L, je le multiplie qu'à cette matrice-là, hein. Bon, là, il aurait fallu que je... Juste 2 secondes, monsieur, s'il vous plaît. Je Ouais, fasse une ouais, capture d'écran. j'y vais. Merci. Là. Ça suffit, là, comme ça? Merci, parfait, c'est fait. OK. Tu me dis quand c'est bon? Oui, Monsieur, oui, c'est bon, parfait, merci. pour la 4e méthode, on doit récupérer la... Bah, en fait, c'est la matrice complète. En fait, c'est le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on ne va pas toucher la matrice. Ah oui, mais c'est pas la matrice qu'on a complète, ça. changée. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est pas la bonne. Je vois ce que tu veux dire. Je me suis trompé. J'ai récupéré celle que j'avais toute tarabiscotée. Tu as raison, ce n'est pas du tout celle-là. Moi, je vais quand même garder les crochets. Mais tout ça, c'est pas bon, effectivement. Peut-être plus vite, hein. Tu me dis, hein, si je peux... Enfin, je sais pas si tu vois encore ce que tu veux recopier, mais... Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? OK. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. C'est pas celle-ci qu'il faut que je récupère, en fait. C'est celle qui est au-dessus, là. C'est celle-là. Et du coup, monsieur, ces méthodes-là, on peut les appliquer qu'aux conditions limites de Dirichlet ou aussi de Neumann? Non, parce que les conditions de Neumann, elles sont déjà à l'intérieur. Elles sont dans le A. Ok. Donc, elles sont dans le R, en fait, les conditions de Neumann. Sauf que là, on n'a pas fait un exemple où il y en avait, mais elles sont dans le R. Il n'y a que les conditions limites de Dirichlet que tu prends en compte après, en fait. Bon, on va faire comme ça. Voilà. On va supprimer un petit peu des trucs là. Pof, 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 pof. Ça, 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 ça. Désolé. Hop, hop. Bon, celui-là, je vais le réécrire. Ce sera plus vite fait. Hop. Et voilà. Je vais y arriver. Donc oui, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il n'y a que ça que je vais multiplier par 4 sur L. Normalement, il aurait fallu que je mette le 4 sur L partout. Mais c'est un petit peu pénible de tout réécrire. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais bien le mettre sur la gauche comme ça. Voilà. Et donc ici, ça, ce que je viens d'écrire là, en fait, c'est simplement ma matrice R, en fait, ce que j'ai appelé R là, juste au-dessus. Ça, c'est R. Je vais rajouter donc ma matrice. Alors, c'est une matrice qui a que des 0 et des 1, donc qui fait 2 par n, en fait. Et donc, il y a 2 colonnes dans cette matrice. Et dans cette matrice, c'est la matrice D que je suis en train d'écrire. C'est une matrice rectangle. Eh bien, je vais mettre simplement, elle est binaire, hein, je vais mettre un 1 chaque fois que j'ai une condition de Dirichlet. Et sinon, je mets 0. Et donc là, à la fin, je vous rappelle que ça, en fait, ça, c'est ND. D'accord? ND, c'est le nombre de valeurs qui sont données. Donc, ND, ici, vaut 2. Pourquoi? Parce que j'ai une deuxième condition de Dirichlet qui est sur la 4e ligne. Si j'en avais 3, j'aurais rajouté une 3e colonne. Imaginons que j'en ai 3, puis j'ai une autre condition de Dirichlet qui soit donnée. Alors, non, ce n'est pas possible, parce qu'ici, on est en 1D, et du coup, il n'y a que 2 bords. Laissez tomber. On ne peut pas avoir plus de 2 en fait, colonnes dans le cas de notre problème ici sur du 1D. Donc, on va laisser comme ça. Donc, celle-là, en fait, c'est celle que j'ai appelée transposée 2D. Ça, c'était R, ça, c'est transposé 2D. Alors, juste en dessous, j'ai la transposée 2D qui vaut 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà, ça, c'est la transposée 2D. Et ici, j'ai mon fameux quadruplet 0, 0, 0, 0. Et ça, c'est ce que j'ai appelé la matrice nulle.
Au niveau des inconnus, bah forcément, je suis obligé de rajouter. Monsieur, par contre, il y a 2 transformés de D, du coup. Transposer de D. Transposer. Ouais, non, c'est faux. Merci. Si ça, c'est la transposée, ça, c'est D, tout court. Merci beaucoup. Et donc, ça, c'est égal à P0, P1, P2, P3, P4. Et ça, c'est ce que j'ai appelé P tilde, en fait, ce que je viens d'écrire. Et là, je vais rajouter mon L tilde. Là, j'ai moins 1, 0, et là, moins 1, 4. Ça, ce sont mes inconnus. Et ça, c'est ce petit bout qui est là. C'est ce que dans mon système, j'ai appelé L tilde. Ça, c'est L tilde. Je sais, j'ai fait une connerie là, excusez-moi, j'ai mis un égal, c'est pas du tout un égal là. Ça va pas, c'est juste un produit une fois contracté. Donc un produit matrice vecteur. Et ça, tout ça, c'est égal à L. Donc ça, c'est mon L classique, 0, 0, 6 U mu H0 moins H1. Et ensuite, j'ai 0, 0. Et là, je mets en fait ce qui a été donné par les Dirichlet, donc que j'appelle P0D et P4D. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé là-haut. P tilde, P bar, pardon. C'est les Dirichlet donnés. Donc vous voyez que ici, les Dirichlet donnés, en fait, c'est des zéros. Mais si j'avais des Dirichlet homogènes, ben, encore une fois, cette méthode-là marche. Et ça va me permettre de calculer mes inconnus, 1, 0 et 1, 4. Alors, je refais juste une petite translation. Le P bar que j'avais mis là, c'est celui que j'ai mis en vert ici. Voilà. Et en fait, il correspond effectivement au P bar que j'avais là-haut. Hein. C'est-à-dire que c'était le P bar de là-haut, de la méthode d'avant. C'est pour ça que je l'ai appelé P bar d'ailleurs. C'était en fait mon P0 qui est égal à 0 et mon P4 qui est égal à 0. C'est pour ça que je l'ai réappelé P bar. Voilà, tout simplement. Et mes inconnus, si je veux garder mon petit code couleur, là, eh bien, c'était ici, mon moins L tilde. Voilà. Donc là, vous avez la totalité du système à résoudre. Gros intérêt de cette méthode, eh bien, en réalité, il faut voir ça comme une seule et même matrice, hein, bien sûr. Eh bien, c'est que vous ne touchez pas votre matrice d'origine. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, après, il y a quand même un désavantage, c'est que bah, du coup, ça vous augmente le nombre d'équations de votre système, puisque vous avez des équations en plus en fonction des conditions limites qui sont imposées. Mais en programmation, c'est très, très simple à faire. À la main, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, ben, bien sûr, après résolution, on va trouver exactement la même chose pour P0, P1, pardon, P2 et P3, P0 et P4 étant donnés. Donc, on va trouver la même chose, mais on va trouver en plus que 1, 0, c'est égal à 6 H0 au cube U mu H0 moins H1 sur H0 au cube plus H1 au cube. Et on a 1 cube 4 qui est égal à 6H1 au cube mu U H0 moins H1 divisé par H0 au cube plus H1 au cube. Alors, si vous regardez l'unité, en fait, 1 0 et 1 4, eh bien, en fait, l'unité, ce sont des efforts, en fait. Comme l'unité du second membre. Donc, c'est homogène, en fait, à l'unité du second membre. Donc, au L, en fait, qui était... tiens, mon L, là, je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas noté le L bar, là. Bon, L bar, en fait, c'était tout ça.
Excusez-moi, le 4 sur L, il ne Ah ouais, il faut faire attention à concerne ce que texte, les ouais. 5 premières lignes. Tout à fait. Il ne concerne que ça. Il ne concerne que ça, hein. D'accord. Il aurait mieux fallu que je le mette, mais bon, ça fait répéter autant de fois qu'il y a d'éléments non nuls. C'est pour ça que je ne l'ai pas répété. Mais oui, il faut bien le préciser, hein. C'est très important. OK. Purée, mais qu'est-ce qu'il est long, ce TD, là? C'est impressionnant, hein. Allez, on continue. Encore, on n'a pas fait P2. Non, on n'a pas fait P2. Alors, très honnêtement, aucun intérêt, hein, de faire P2 à la main, puisque P2, la seule chose qui va changer, c'est la matrice élémentaire. Et la deuxième chose qui va changer, c'est que la matrice élémentaire, elle ne va pas être en fait 2 par 2, elle va être 3 par 3. C'est la seule chose qui va changer. Et l'assemblage, par contre, se fera exactement de la même façon, puisque dans un élément P2, il y a 2 nœuds extrémités et un nœud intermédiaire au milieu. Et donc, en fait, les nœuds partagés entre éléments, ce n'est jamais les éléments intermédiaires, les nœuds intermédiaires, c'est toujours les nœuds extrémités. Donc, du coup, en fait, ça va se faire exactement de la même façon. Il n'y a pas de différence. En fait, à partir du moment où je vous ai montré comment calculer théoriquement la matrice élémentaire de l'élément P2, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, dans le principe, tout ce qu'on va faire pour P1, c'est programmable avec P2. D'ailleurs, vous verrez dans le programme que je vais vous envoyer, c'est le même programme, en fait. Il y a juste, en fait, if P1, if P2, c'est tout, quoi. Mais en réalité, c'est la même trame du programme. L'assemblage est pareil, sauf que ce n'est pas sur des matrices qui ont les mêmes tailles, c'est tout. C'est la seule différence. OK. Alors, la 7e question, c'était la solution exacte. Ça, c'est une solution sur VH. Et maintenant, on veut la solution sur V. Donc, sur K, on cherche la solution sur K, la solution exacte. Alors, pour faire ça, alors on vous donne en fait, en réalité, on vous la donne, hein, la solution, c'est ça. Je me souviens plus comment ça marche. Qu'est-ce qu'on vous donne dans l'énoncé? Quelqu'un a l'énoncé sous les yeux? On nous donne ce qu'on doit trouver à la fin. Ouais, c'est ça, on vous donne c'est ce qui me semblait, hein, on vous donne en fait la solution. Ouais, en fait, il faut juste vérifier que la solution s'écrit comme ça. OK. On trouve un truc. Ouais. En fait, on vous la donne, la solution. OK. Donc, c'est juste une vérification. Ouais. On nous donne à la fin le 6 mu U H0 moins H1 sur H0 cube plus H1 cube fois X pour X appartenant à 0, L sur 2 et L moins X pour X appartenant à L sur 2, L. Ouais, c'est bon, je l'ai. Et l'autre, voilà. Six mu U, H0 moins H1 sur H0 au cube plus H1 au cube fois L moins X. Donc ici, effectivement, on a juste à faire le calcul. Donc l'équation, la formulation forte, hein, c'est ça. Égale 6 mu U D2H de X sur dx. On part de ça, hein. On part de ça, la forme forte, et on intègre une fois. Donc ça va nous donner H cube de X D de P sur dx qui est égal à 6 mu U H de X plus une constante K0. Donc ça veut dire que maintenant, je peux renverser en fait cette chose-là. Donc pour X élément de 0 à L sur 2, je vais avoir en fait dp de X sur dx. Là, je suis obligé de faire ça parce que mon H cube de X, je ne le connais que par morceau.
Donc là, dans ce cas-là, il vaut 6 mu U H0 plus K0. Le tout divisé par H0 au cube. Voilà, ça c'est ma première équation. Et pour X sur l'autre portion, L sur 2 à L, et bien là, je vais avoir dp de X qui va sur dx qui va être égal à 6 mu U H1 plus K0, toujours, sur H1 au cube cette fois-ci. Ça, c'est mon équation numéro 2. Alors, ce que j'ai fait là, ici, j'ai ce terme-là, là, tout ce terme-là, et tout celui-là, je leur ai donné des petits noms. Celui-là, je l'ai appelé alpha, et celui-là, je l'ai appelé bêta. Donc, maintenant, on intègre, par exemple, l'équation 1, pour commencer, et on va obtenir P de x égale alpha x plus K1, une autre constante. Mais on va utiliser la condition limite, et P de 0 est égal à 0, ça veut dire que K1 égale à 0. Donc, ça veut dire que sur le premier bout, on a P de x qui est égal à alpha x. Ensuite, on va intégrer 2. Donc, à ce moment-là, P de x, avec ma notation, ça va faire bêta x plus K2. On utilise la condition limite que P de L est égal à 0. Et ça va vous donner automatiquement ce que vaut, en fait, K2, ça vaut, du coup, moins bêta sur L. Donc, dans ce cas-là, P de x doit être égal à bêta facteur de x moins L. Ma fonction P que je recherche est continue. Donc, en L sur 2, j'ai les deux bouts qui doivent être égaux. Hein. Les deux expressions que j'ai de P de x, puisqu'elles sont communes, eh bien, elles vont être égales. Donc, du coup, ça veut dire que bêta de x, de L sur 2 moins x, L sur 2 moins L, je vais y arriver, doit être égal forcément à L sur 2 fois alpha. Ça va pour tout le monde, ça? Et ça vous donne le lien entre bêta et alpha. Donc, vous avez bêta qui est égal à moins alpha. Une fois que vous avez ça, ça veut dire que vous remettez ce que vaut alpha et bêta. Ça veut dire que 6 mu U H0 plus K0 divisé par H0 au cube, eh bien ça, c'est égal à moins 6 mu U H1 plus K0 sur H1 au cube. Et ça vous donne une équation en fait en K0. Et vous trouvez du coup K0. Et K0, ça vaut moins 6 mu U H0 H1 au cube plus H1 H0 au cube divisé par H1 au cube plus H0 au cube. Donc là, on a trouvé K0. Du coup, alors là, c'est un petit peu long, mais du coup, vous pouvez en déduire ce que vaut alpha. Hein. Faites attention pour passer de là à là, hein, c'est très long. Hein. Je ne vous mets pas toutes les étapes intermédiaires. Hein. Donc, vous allez trouver que alpha, en fait, ça vaut 6 mu U facteur de H0 moins H1 divisé par H0 au cube plus H1 au cube. Puis, vous n'oubliez pas que bêta égale moins alpha. Et vous obtenez à la fin, eh bien, vous obtenez ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez remonter un petit peu, s'il vous plaît? Oui, pardon. C'est tout, bon, merci.
OK. Alors, c'est là où vous pouvez, je vous envoie les corrections. Il y a bien un Clément dans votre groupe, une Anna, ou alors je me suis Oui. trompé. Oui. Je me Oui, suis c'est pas ça. trompé de groupe alors. OK. Si par hasard vous ne recevez pas mon mail, dans ce cas-là, vous me le dites et vous le demandez à quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous n'étiez pas dans ma liste. Mais normalement, je crois que j'ai tout le monde. Donc là, il est parti. Normalement, vous devez le recevoir. Pendant ce temps-là, je vais partager mon écran. Quelqu'un a reçu le mail? Oui, c'est bon. OK. Moi, monsieur, je ne l'ai pas reçu. Mais peut-être je ne suis pas dans votre liste. Ah ben ouais. Vas-y, dis-moi. Je vais te l'envoyer tout de suite. Moi aussi, je ne l'ai pas reçu. Bon, donnez-moi simplement vos noms, s'il vous plaît, vos adresses mail. Bah, Anaël, anael.coupard, COUPRD, @initiation. Ouais, attends, tu me copies tout ça en fait dans la conversation de Zoom? Ce sera plus simple. Hein. Ouais, on fait comme ça. Et pareil pour l'autre personne? Comme ça, je fais un copier-coller direct. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas forcément des noms simples. Alors, Anaël, c'est bon. Tout sélectionné. Hop là. Copier. Merci. Donc, normalement, hop. Et Mathilde. Voilà, c'est parti pour vous aussi. OK. Donc, si vous ouvrez le premier programme, donc le Reynolds pair, il est là. Vous avez ça sous les yeux. Alors, vous avez l'énoncé du départ hein, sur Moodle, si vous voulez voir quelles questions on vous posait. Mais globalement, on vous demande simplement, par exemple, de remplir ça. Hein. Donc, vous reconnaissez ici la matrice élémentaire qu'on a calculée ensemble. Alors, il faut juste vous méfier d'un petit truc. C'est qu'ici, ils ont mis H, mais H, en fait, c'est L sur 4. Alors, dans nos cas, hein, mais sauf que là, il n'y a pas 4 éléments dans l'exemple, mais il y en a 10. Alors, l'autre petite particularité aussi, c'est que MATLAB ne commence pas ses tableaux à 0. Il les commence à 1, à l'indice 1. Enfin, dans le programme qui est là, parce qu'on peut le forcer à commencer à 0, mais là, dans le programme qui est là, ça commence à 1. Tout ce qui concerne en fait P2 ou P1, ça se termine par P1 ou P2. Donc ça, par exemple, c'est l'initialisation de la matrice de Raider pour l'élément P1, pour les éléments P1, et ça, c'est l'initialisation de la matrice de Raider pour les éléments P2. Donc pour les éléments P2, ben, au lieu d'avoir n plus 1 nœuds, vous avez en fait 2n plus 1 nœuds. Vous en avez 2 fois plus. Ça va pour tout le monde? Vous l'avez sous les yeux là, tous? Ou il y a des gens qui ne l'ont pas? Dites-moi que je puisse vous attendre ou pas. Non, c'est bon. Bon. C'est surtout les gens pour qui c'est pas bon, à ce moment-là, je peux vous attendre. Ah, désolé. Alors, donc, on parcourt vite fait ce programme. Bon, déjà, on va montrer qu'il fonctionne, enfin, j'espère. Il fonctionne chez vous? Est-ce que quelqu'un l'a fait tourner? Oui, ça J'attends. fonctionne, je crois. Tu crois Il se ou... passe quelque chose. Oui, oui, il y a des graphes. Ah ouais, bah, il doit vous tracer les solutions normalement. Ça, c'est les pressions, effectivement. Et là, on a les pressions normalement, donc, dans ce qu'il a tracé à la fin. Hein,
il trace en fait la solution approchée par l'élément fini. Donc, la solution approchée par l'élément fini, elle est... voilà, ça, c'est la solution exacte, en fait, ici. Ça, c'est la solution exacte. Mais en fait, ici, même avec les P1, on trouve la solution exacte. Puisqu'en fait, on a deux droites, donc c'est deux choses linéaires. Donc, même avec des éléments P1, on trouve la fonction exacte et la solution exacte. Et avec des éléments P2, c'est des éléments paraboliques. Mais vu que la solution exacte est une droite, le terme qui est devant le P2 carré, il n'existe pas. Donc, du coup, on retombe sur la solution linéaire. Ce qui veut dire que ici, entre autres, pour la question de la convergence, donc la rapidité de calcul, ça n'a pas d'importance que vous soyez en P1 ou P2 quand vous avez des solutions linéaires. Donc autant prendre des éléments P1, ça vous évite de calculer, de prendre plus de place en mémoire pour rien. Parce que là, vous prenez plus de place en mémoire. Donc ça, c'est les solutions en fait qui sont tracées. Alors si on retourne tout en haut là de notre problème, donc ici on initialise le nombre de sous-intervalles. Donc en fait, c'est tout simplement le nombre d'éléments. Voilà, ici, donc ici, par exemple, j'ai n plus 1 nœuds. Ça, c'est ce qu'on a toujours eu. Donc, j'ai n plus 1 nœud. Ensuite, ça, c'est la vitesse tangentielle. Ça, c'est la longueur du contact. C'est la longueur du patin, la viscosité du fluide, les deux épaisseurs de lubrifiant. Donc là, ici, qui sont en millimètres. Donc ça, c'est 10 microns et ça, c'est 5 microns. Et ça, H, c'est le pas de discrétisation que moi, dans mon exemple, j'avais pris à L sur 4. C'est pour ça que vous avez des 4 sur L qui traînent partout dans la matrice de rigidité. Ensuite, ça, c'est l'initialisation des matrices de rigidité, soit pour les éléments P2, soit sur les éléments P1, plus l'initialisation à 0 du second membre. Donc ça, on le fait systématiquement, ça évite d'écrire les zéros. Ensuite, il y a les matrices de raideur élémentaire. Donc, vous reconnaissez en fait les deux termes qui vont nous servir pour la matrice de raideur élémentaire. On n'en avait que deux qui étaient différents. On avait le RP 1,1 qui était aussi égal au RP 0,0 et puis le RP 1,0 qui était égal au RP 0,1. Ça, c'est la matrice élémentaire en fait, de l'élément que j'ai appelé 1 et 2 pour moi. Parce que j'avais que deux éléments de ce côté. Ici, il y en aura plus. Et donc ici, vous reconnaissez le 1, moins 1, moins 1, 1, le tout précédé de H0 au cube pour le premier divisé par H et H1 au cube divisé par H pour le deuxième. Donc ça, ce sont mes différentes matrices élémentaires. Ça, c'est la façon de faire l'assemblage. Donc je vais me balader en fait dans ma matrice globale. Et à chaque terme, je vais lui ajouter en fait soit RP10, d'accord, qui est là, soit quand je vais passer sur l'autre partie du maillage, je vais ajouter RP11. Donc là, je suis entre le nœud 1 et le nœud n sur 2, et là, je suis entre le nœud n sur 2 plus 1 et le nœud n. Donc je suis pile à la jonction. Je vous rappelle que là, j'ai un nombre de nœuds impair. J'ai un nombre d'éléments pairs, donc j'ai un nombre de nœuds impair et que j'ai pile un nœud qui est à la jonction. Voilà. Ça, c'est pour l'assemblage pour la matrice de rigidité en P1. Vous voyez que la matrice de rigidité, tiens, il y a un truc qui est bizarre là. Non, pardon. Je dis des bêtises. Là, j'ai l'assemblage de la matrice de rigidité pour les éléments de Lagrange P1. Et ça, c'est la même chose, mais pour les éléments P2. Donc, je ne peux pas prendre le même, puisque en fait, ce RP1, là, cette matrice qui est là, vous voyez qu'elle n'a que 4 éléments, puisqu'elle fait 2 fois 2, alors que celle qui est en P2, comme je vous l'avais dit, elle a 9 éléments, parce qu'elle fait 3 fois 3. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de... Je ne peux pas mettre en fait la même ligne, ou le même RP1 en underscore 0, c'est parce que ce n'est pas du tout les mêmes nombres de lignes et de colonnes. Donc ça, c'est l'assemblage de la matrice de rigidité pour la première partie de l'intervalle, et ça, c'est l'assemblage de la fin de la matrice de rigidité pour la deuxième partie. Tout ça, c'est les conditions aux limites de Dirichlet. Et là, vous reconnaissez qu'ici, ils ont utilisé la méthode où ils mettent des zéros partout là où on connaît Dirichlet. Et là, en fait, ils mettent des 1 sur la partie diagonale.
Donc là, ça, c'est ce qui a été programmé ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas barré les lignes et les colonnes et considéré que le sous-système. Ils ont simplement mis des lignes à 0, des colonnes à 0, sauf les éléments diagonaux qui sont à 1. Donc, c'était une méthode que j'avais. C'était la deuxième méthode. Si vous voulez voir à quoi ça correspond à la deuxième méthode. Le calcul du second membre se fait juste dessous. En fait, on a déjà tout mis à 0, donc la seule chose qu'on n'a pas à mettre à 0, c'est le nœud milieu. Donc, dans le cas des éléments P1, c'est n sur 2 plus 1, le nœud milieu. Je vous rappelle que là, le n, contrairement à ce que j'ai écrit en TD, moi, il ne commence pas à 0, il commence à 1. C'est pour ça que j'ai un plus 1 ici qui arrive. Et ensuite, la résolution se fait que là. Donc, en fait, là, il va prendre tout simplement l'inverse de la matrice RP1, la multiplier par LP1, et c'est fini. Et PP1, c'est la solution en élément P2. PP2, c'est la solution en élément P1. Voilà, ça, c'est un code élément fini. Donc, allez, en 30 lignes, si vous enlevez tous les commentaires et les espaces, vous avez un code élément fini. C'est beaucoup plus long d'écrire le TD plutôt que d'écrire le programme. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est pour ça qu'on ne fait pas tant de TD que ça en fait, sur la partie éléments finis, parce que les éléments finis, ensuite, il vaut mieux les programmer. En fait. Alors, n'est-ce pas aussi pour cette même raison que, en fait, on avait déjà les outils mathématiques pour la faire bien avant l'avènement de l'ordinateur, mais qu'elle n'a pas été développée avant? Oui, c'est exactement pour cette raison-là, effectivement. En fait, avant les années 70, on n'entendait absolument pas parler de la méthode des éléments finis alors qu'elle existait déjà. Elle existait au même titre que la méthode des différences finies. Mais la méthode des différences finies a ceci de remarquable, c'est qu'elle est plus facile, je mets des guillemets, à calculer à la main que la méthode des éléments finis. Donc, du coup, les gens, en fait, ont fait beaucoup de différences finies à cette époque-là et pas tellement d'éléments finis qui étaient vraiment, vous avez pu le constater, c'est quand même assez lourd. Imaginez quand vous avez… Là, on a fait des matrices de rigidité avec 4 malheureux éléments. Imaginez simplement si vous en avez 1000. Quoi. Voilà, ça devient très vite l'enfer. Alors qu'avec un ordinateur, ça, c'est très, très facile à faire. OK. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Je voudrais juste vous montrer, vous avez le même programme qui est ici, là, et je vais vous l'expliquer, ce programme, mais je vais vous l'expliquer en reprojetant l'iPad. C'est le même, sauf que là, cette fois-ci, le nombre d'éléments est impair. Donc, c'est ennuyeux parce que ça veut dire qu'il y a un élément qui va être coupé en deux par la discontinuité de H. Donc, du coup, il faut qu'on le programme un petit peu différemment. Mais avant ça, je voudrais alors repasser sur l'iPad et j'aimerais vous montrer… Partager. On va déjà répondre à la question 9. J'ai déjà répondu, mais je vais l'écrire. Donc 8, c'était MATLAB. Donc ça, c'est bon. Alors l'idéal, ce serait quand même que vous compreniez bien ce programme et que vous puissiez le reprogrammer. Pas complètement forcément, mais au moins, reprenez sur Moodle la matrice qui était donnée sans les réponses, et puis regardez ensuite ce qui a été mis dans les réponses pour bien faire le delta, voir si vous y seriez arrivé en fait. Alors ensuite, on vous parle de vitesse de convergence en H, c'est-à-dire grosso modo, est-ce que c'est intéressant de raffiner ou pas? En réalité, là, si vous regardez bien, vu que vous avez deux droites, et avec deux éléments, vous avez la solution exacte. Il ne faut pas en avoir qu'un, mais avec seulement deux éléments, on a la solution exacte et on l'a en P1 et en P2. Donc les deux types d'éléments, en fait, parce que comme on est linéaire par morceau, donc du coup, il n'y a pas de vitesse de convergence meilleure en P1 ou P2.
Donc, c'est la même vitesse de convergence et on converge en fait tout de suite vers la solution exacte avec seulement 2 éléments. Donc, du coup, je dirais qu'il n'y a pas besoin de raffiner pour améliorer la solution. On aurait eu une solution, ne serait-ce que, par exemple, alors on peut faire un exemple, hein, tout bête. Voilà, si on avait eu une solution parabolique, je ne sais pas pourquoi on aurait eu ça, mais voilà, pourquoi pas. Eh bien, à ce moment-là, il est clair qu'avec 2 éléments P2, on aurait pu atteindre directement la solution, voire même un seul élément P2, on aurait pu l'atteindre. Alors qu'avec des éléments P1, bah là, il aurait fallu en mettre un petit peu plus, hein, parce qu'effectivement, ça se voit tout de suite. Hein, voilà, ça, c'est avec des éléments P2. À la limite, avec un seul élément, ça vous donne ça. Et par contre, avec un élément donc, P1, bah là, vous auriez obtenu quelque chose comme ça, quoi. Pour avoir à peu près la même précision, il aurait fallu beaucoup plus raffiner. Voilà, avec des P1. Mais ce n'est pas le cas, puisque ici, en fait, votre solution est coupée à la serpe, comme ça, comme ça. Donc, du coup, 2 éléments P1, ça suffit. 2 éléments P2, ça suffit. Et vous convergez tout de suite. Alors, si vous avez un nombre impair d'éléments, alors sachez quand même que ça, c'est que dans l'exercice de MMEF que ça se passe, hein, parce que dans un code élément fini commercial, on ne vous autorise pas en fait, à mettre des variations ou des conditions limites au milieu d'un élément. Ça n'existe pas. Hein. On vous impose en fait de mettre un nœud à cet endroit-là si vous voulez qu'il y ait un saut ou une variation. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, si, par contre, purement pédagogiquement, il faut quand même qu'on vous montre ce qui se passe. Si vous avez x0 ici, vous avez x1 ici. Donc, on a toujours des choses qui sont à égale distance. Hein. Voilà, et vous avez x4 ici. Donc là, je n'ai que, pardon, vous avez x3. Je n'ai que 4 nœuds. Et donc, j'ai un nombre impair d'éléments, puisque j'ai l'élément 1, 2 et 3. Et mon saut, ben, il intervient là, pile au milieu. Ça, c'est ma discontinuité. Alors, une fois que j'ai ça, ben, le problème, c'est que pour l'élément 2, eh bien, les termes de la matrice élémentaire ben, il faut que je les recalcule avec 2 intégrales. Donc, il doit être scindé, ces termes, en 2 intégrales plutôt. Alors, ça donne quoi? Ben, ça va donner ça. Je recommence. Le calcul du R00 de l'élément 2, ça va être l'intégrale de moins 1 à 0 de H0 cube phi'0, phi'0, 1 sur taux de x chapeau, etc. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Hein. X chapeau, plus, et là, je vais avoir l'intégrale de 0 à plus 1. Donc, je fais ça directement sur l'élément de référence. Voilà. Et ça, c'est phi'. Alors là, la seule différence entre les deux, elle se situe là. Hein. Toc. Si vous ne l'aviez pas remarqué. Phi' de 0, 1 sur taux de x chapeau, dx chapeau. Donc, si vous regardez donc, cette matrice élémentaire globale, ça veut dire que RE de 2, ben, elle est différente des autres. Elle va valoir 1 sur H. C'est mon fameux 4 sur N. Hein. Et là, vous allez avoir H0 cube plus H1 cube sur 2. Vous allez faire la moyenne, moins H0 cube plus H1 cube sur 2. C'est aussi la moyenne. Elle est toujours symétrique. Sur 2. Alors, faites attention, là, il peut y avoir confusion. Le moins, il n'est pas là. Hein. Il est devant le trait de fraction, sinon ça pourrait être confusant. Et là, j'ai pareil, la moyenne en fait du H1 au cube plus H0 au cube sur 2. Voilà.
Donc, en fait, c'est la moyenne des deux matrices élémentaires qu'on a vues dans le cas précédent. Et donc, ça, c'est ce qui va se passer pour l'élément 2. Alors, vous pouvez faire la même chose pour P2, mais par contre, le calcul va être beaucoup plus long. Et bon, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça, c'est juste, je vous le fais que pour P1. Par contre, si vous voulez vérifier hein, pour P2, je vous donne quand même en fait des éléments P2. Je vous donne quand même la matrice élémentaire qu'il faudrait pour prendre en compte ce truc-là. Donc là, c'est RE2 toujours, mais ça, c'était pour P1. Là, je vous donne pour P2. Alors là, les calculs sont beaucoup plus longs. Et là, vous allez trouver 13 H0 sur cube, H0 cube, pardon, plus H1 cube. Donc tout ça, c'est sur 6. Là, vous allez trouver moins 7 H0 cube moins H1 cube sur 3. H0 cube plus H1 cube, le tout sur 6. Là, vous allez trouver 8 H cube, H0 cube plus 8 H1 cube. J'aurais pu mettre le 8 en facteur sur 3. Et là, vous trouvez moins H0 cube sur 3, moins 7H1 cube sur 3. J'aurais pu mettre le 3 en facteur. Et le dernier terme est ici, cube, plus 13H1 cube sur 6. Et là, bien sûr, là, vous êtes symétrique partout. Donc ça, c'est la matrice de raideur élémentaire pour l'élément 2 spécifiquement, quand vous êtes avec des éléments P2. Voilà, nous avons terminé cet exercice-là. Alors, ce que je vous propose, j'en suis pas encore certain, mais je pense que on n'aura pas d'éléments 2D à l'examen final. Je ne suis pas encore certain. Donc, ce que je vous propose, c'est de refaire un exemple 1D, cette fois-ci qui a pour support la mécanique des milieux continus, et qui va prendre en compte, parce que je me suis aperçu quand même qu'il y avait un gros problème, c'est que bon, on vous fait faire des tas de calculs avec des éléments 1D, mais on ne vous fait jamais prendre en compte des conditions limites de Dirichlet non homogènes. Dans tous les exercices qu'on vous fait faire, en fait, on n'en prend jamais en compte. Donc, du coup, j'aimerais bien justement vous montrer ce qui se passe quand on prend en compte les conditions limites de Dirichlet non homogènes. Et je voudrais profiter de cet exercice, puisque je me suis aperçu que la dernière fois, finalement, ce n'était pas si simple que ça pour vous. Je voudrais bien vous refaire, en fait, tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire réécrire toutes les équations proprement. Et vous allez me dire si je me trompe, hein, mais j'ai trouvé que la partie où on extrayait, en fait, les UI, VJ, par exemple, enfin, la fonction test, enfin, c'était les PI et VJ, ou PI, je ne sais plus comment on l'appelait, la fonction test, on l'avait appelé V dans cet exercice-là. Ouais. Bon, je me suis aperçu que c'était quand même, vous savez, le truc où on passe en fait de la formulation faible au système d'équations. J'ai l'impression que ça, ce n'est pas le truc qui était très très facile à comprendre. Et l'autre truc que j'ai trouvé difficile à vous expliquer, et c'est pour ça que j'aimerais bien le refaire propre, c'est le passage de la matrice de raideur globale, c'est-à-dire que là, je vous fais carrément un exemple, c'est le truc qu'on ne fait jamais. On fait un exemple du calcul de la matrice de raideur globale. Bon, les calculs ne sont pas très longs sur mon exemple, donc ça s'y prête bien, mais on la calcule comme si on n'avait pas calculé de matrice élémentaire, pour que vous compreniez en fait comment on fait ce calcul-là. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je le refais avec la matrice élémentaire pour vous montrer que c'est équivalent. Voilà, donc ça, j'aimerais bien avoir le temps de faire ça. Normalement, il nous reste un TD. On est au 9e TD là, c'est ça? Et peut-être qu'on pourra attaquer, du coup, non, dans mon dernier TD, je pourrais peut-être attaquer les éléments 2D. Voilà, encore une fois, je ne suis pas certain que les éléments 2D soient au programme du DS, mais je me renseignerai quand même
avant de vous sacrifier. Ok, n'ayez pas peur, je prendrai soin de vous. Ok, donc là, on a juste un tout petit peu de temps, c'est parfait, pour démarrer en fait un autre exercice 1D, mais cette fois-ci en mécanique des milieux continus. Dites-moi hein, si ça ne vous convient pas ou si vous avez des questions, on peut passer du temps sur des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Exprimez-vous. Non, mais c'est cool de faire refaire un exemple. D'accord. Monsieur, Là, est-ce que pour le DS, on aura des codes à faire ou pas du tout? c'est pas impossible, ouais. J'en ai jamais vu des DS comme ça, mais ça peut arriver. Hein. En réalité, vous n'allez pas faire des codes, mais très souvent, on va vous faire calculer une matrice élémentaire ou des choses comme ça. Ouais. Et si vous avez du code, ça va être simplement, par exemple, regarde bien ce qui a été demandé dans la matrice MATLAB qui n'est pas remplie avec la correction par rapport à ce que je viens de vous envoyer. Ça, c'est sur Moodle. Et tu regardes en fait ce qui avait été demandé. Tu verras que la plupart du temps, ce qu'on demande, c'est les indices pour faire l'assemblage, des choses comme ça. Mais une fois que tu as compris comment ça marchait, là, c'est plus vraiment une question, quoi. C'est facile à reproduire. D'accord, merci. OK. Donc, on est toujours en élément fini, 1D. Alors, très honnêtement, les éléments finis 1D, le gros avantage, c'est qu'ils sont accessibles à la main, même si c'est un petit peu long. Alors là, on va encore plus réduire les temps de calcul par rapport à ce qu'on a fait, parce que je vais prendre que 2 éléments à l'intérieur de mon problème. Donc, ça va me réduire encore plus mes temps de calcul, même si ma solution n'est pas linéaire pour cette fois-ci, mais ça réduira encore plus. Donc, l'idée, c'est de prendre une barre élastique. Alors, c'est un problème que j'ai déjà résolu en vidéo. C'est la poutre pesante, en fait. Hein. C'est une barre élastique soumise à son poids propre. Mais on va le compliquer un petit peu par rapport à la vidéo. Parce qu'en plus de son poids propre, eh bien, on va imposer un déplacement. En bout. Alors, voilà ce que ça donne. Là, vous avez un plafond. Là, vous avez une barre. Voilà. Alors, cette barre, on va mettre un repère. On est en 1D, donc on n'a pas besoin normalement de repère, mais je mets quand même que mon repère 1, je vais le prendre comme ça. Donc, cette barre qui est ici, sa section, ici, on va la noter S, c'est sa surface. Hein. Et ici, en fait, elle est soumise donc à son poids propre. Donc, je ne le mets pas dessus, c'est pour ne pas faire un dessin trop surchargé. Et ce poids propre, on va l'appeler Q, en fait. Et ce Q, eh bien, c'est tout simplement égal à ρ, la densité, G, la constante de la gravité, S. C'est la même chose. C'est simplement pour vous resituer. Le Q, en fait, ça va être des newtons par millimètre carré. Si, par exemple, je suis en mégapascal, donc en millimètre newton, le Q, ça va être des newtons par millimètre carré, tout simplement. Donc ici, le poids propre va être pris en compte comme ça, par cette charge en fait répartie tout le long. Donc c'est la même, hein, bien sûr, qui est tout le long répartie, équivaut ρgs. Que dire de plus? Eh bien, ce qu'on va faire en plus du poids propre, ça c'est en plus de ce que vous avez vu dans la vidéo, si vous l'avez regardé, eh bien, en même temps, ici, on va imposer le déplacement, et ce déplacement imposé, on va l'appeler UD. Alors, bien sûr, tout ce que j'écris, hein, ça, par exemple, c'est Q en réalité fois E1, c'est un vecteur, et ça, c'est en réalité, ça, c'est UD fois E1. En fait, c'est tout fois E1, donc du coup, on arrête d'écrire le E1, puisqu'en fait, on est en 1D. Autre chose, donc on a la section qui vaut S, ça c'est sa surface. Ensuite, on a le matériau qui est donné. Donc, on va donner en fait E, le module de Young. On n'a pas besoin du coefficient de Poisson parce qu'on est en 1D. Donc, on ne capturera pas en fait le rétrécissement de la section si on fait une traction. Donc, il n'y aura pas, car on est en 1D. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ben, on a à peu près tout. Ouais, c'est tout bon. Voilà. Donc ça, c'est les données de mon problème. Et qu'est-ce qu'on cherche? Ben, on cherche U de x. Donc, c'est-à-dire, ici, on a un point x. Eh bien, quel est le déplacement U de ce point? Ça, c'est U de x. Ça, c'est mon inconnu. Voilà. Alors, bien sûr, je connais les conditions limites. Je sais que U de 0, ça vaut 0. Et je sais que U de L... Ah, tiens, j'ai oublié de mettre la longueur de ma barre. Et je sais que U de L est égal à UD. Voilà. Donc là, mon problème est posé. On va partir. Alors là, je vais tout reprendre. En fait, ce que j'aime aussi dans cet exemple, c'est qu'on va reprendre en fait tout le cours de MMEF. On va partir de la formulation forte. Et la formulation forte, elle vient d'où? Ben, elle vient de ce que vous êtes en train de faire en mécasol, enfin ce que vous avez déjà vu en mécasol. Donc la formulation forte en mécasol, elle est très simple, hein, c'est divergence sigma plus FD égale à 0 parce qu'on est en statique. Ça, c'est notre équation 1. Alors, que vaut FD? En fait, ce FD, dans ce cas-là, c'est Q sur S fois E1. Fois E1. Et ensuite, bah, ça, c'est aussi égal à, avec ce que je vous ai dit, ρG E1. Je ne vais pas y arriver. ρG E1. Voilà, ça, c'est FD. C'est le poids propre. On sait que notre barre est en traction, donc ça veut dire que mon tenseur des contraintes, il est de la forme sigma 1,1, E1, tensoriel E1. On sait également que epsilon, c'est égal à sigma 1,1 sur E, le module de Young, fois E1, tensoriel E1. Ça, vous reprenez donc l'équation de Hooke, c'est mon équation 2, eh bien, si vous l'appliquez en 1D, vous allez trouver ça. Vous allez trouver epsilon, ça vaut ça. Et puis epsilon, on sait le relier au champ de déplacement. C'est 1/2 du gradient de U plus la transposée du gradient de U. Donc en 1D, ça va se traduire par quelque chose de très simple, c'est-à-dire que epsilon 1,1, c'est le seul terme qui est non nul, hein, enfin qui existe ici en 1D, bah, c'est D de U1 sur D de X. Alors il faudrait que je l'appelle D de X1 en fait, si je voulais être cohérent dans mes notations. En fait, on va laisser tomber les 1 parce que vous voyez qu'il y a des 1 partout, donc ça ne sert vraiment à rien. Mes conditions limites de ma formulation forte, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Ben, en fait, bon, je les mets encore une dernière fois, puis après j'arrête. Vous avez U1 de 0 qui est égal à 0 et U1 de L qui est égal à UD. Donc le petit 1 ici que j'ai mis partout, c'est pour rappeler qu'on était suivant E1. Comme on le sait maintenant, eh bien, on va tout virer directement. Ça, c'est ma troisième équation. Donc, allez, on y va. Avec l'équation 2 et la 3, on injecte dans l'équation 1. Donc ça va nous donner ça. D de sigma 1 sur dx plus ρg égale à 0. Donc ça va vous donner E facteur de d epsilon 1 sur dx1 plus ρg égale à 0. Et donc ça va vous donner E, la dérivée seconde de U par rapport à X, c'est là où j'ai viré tous les 1, parce que j'en avais marre de les écrire, est égal à 0. Avec U de 0 égale à 0, U de L égale UD. Donc nous avons ici que des conditions de Dirichlet. Alors, une homogène et une non homogène. Donc ça, c'est mon équation 4. Alors, qu'est-ce que c'est que la formulation forte? Eh bien, il faut trouver U
une fonction de x telle que le module de Young fois la dérivée seconde de u plus ρg est égal à 0. Vous pouvez en fait l'écrire autrement. Si j'enlève ρg et que je fais intervenir q, il faut simplement que j'écrive us, dérivée seconde de u plus q égale à 0. Bon, ça permet d'écrire moins de lettres en fait. Et vous allez voir que ça va avoir un intérêt au moment où on va vouloir rendre le problème un peu plus physique. Et vous allez comprendre que ce qu'on va calculer, la forme bilinéaire A de UV, que vous connaissez déjà en MMF, en fait, correspond en fait à l'énergie de déformation de ma barre. OK, et il faut rajouter les conditions limites. Tout ça, c'est avec U de 0 égale 0 et U de L égale UD. Voilà, ça c'est ma formulation forte, qui est donnée par la mécanique des milieux continus. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est résoudre ça, mais avec la formulation faible, et puis surtout avec la formulation faible discrétisée, qui est la formulation utilisée pour les éléments finis. Alors, il me reste 4 minutes. Je vais tordre le cou tout de suite à la solution analytique. Il se trouve que le problème ici, le problème est tellement simple que la solution analytique, elle est très facile à obtenir. Vous intégrez une fois, vous obtenez U' égale moins Q sur ES x plus K1, une constante. Vous intégrez une deuxième fois, vous trouvez directement U. Donc U, c'est moins Q sur 2ES x carré plus K1x plus K2. Voilà. Donc, c'est l'avantage de ce problème, c'est qu'on a aussi très vite la solution analytique. Donc ensuite, on va prendre les conditions limites en compte pour trouver K1 et K2. Une fois qu'on a fait ça, je vous laisse le faire, on va trouver. Donc, on va prendre ça et ça. Vous allez trouver que U de x est égal à moins Q sur 2 fois ES de x carré plus UD sur L plus QL sur 2ES fois x. Voilà. Ce que je cherche en fait avec mes éléments finis, ça va être une version approchée de cette chose-là. Ça, c'est la solution exacte. Hein. C'est la solution en résolvant la formulation forte. Alors, comme je vous ai dit que je vais avoir que 2 éléments pour discrétiser mon domaine, je vais chercher au milieu, en fait, le déplacement. Au milieu de la barre, ça veut dire, en fait, je vais avoir x égale L sur 2, hein, tout simplement. Eh bien, on va avoir U de L sur 2. Donc ça va être la chose que je vais chercher. Eh bien, ça vaut 1/2 de QL carré sur 4ES plus UD. Voilà, ça, c'est donc ma formulation forte et sa résolution. Et la prochaine fois, alors, vous pouvez vous entraîner. Je vous conseille fortement de vous entraîner avant le prochain TD. Je vous explique les grandes étapes que vous avez à faire. Hein. C'est très simple. Première étape, formulation faible. Donc, vous écrivez complètement la formulation faible. Dans cette formulation faible, vous allez constater que vous allez tomber en fait sur un problème qu'on a déjà résolu, qui était celui-ci. On l'a déjà résolu en TD. Vous allez voir, c'est exactement cette forme-là. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez même pas besoin de faire le calcul, vous reprenez le résultat du problème. Là, si vous regardez bien, en réalité, par rapport à ce qu'on a, ça veut simplement dire, enfin, vous allez vous en apercevoir, alpha de x est constant, niveau E, ES en fait, et le f de x, en fait, ça c'est Q, c'est une constante, et le C ici vaut 0. Et on avait fait le cas de C égale à 0, on avait montré la coercivité, et en plus de ça, le A qu'on va trouver est symétrique. Donc tout ça, vous le montrez. Voilà, donc ça c'est à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc énoncer la forme faible.
Et vous allez pouvoir ensuite passer à la formulation faible discrète. OK. Vous allez énoncer la formulation faible discrète. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, ensuite, vous allez pouvoir arriver jusqu'à la partie système à résoudre. Donc, vous allez tomber sur le fameux système R fois le vecteur U, ici mes déplacements, est égal à mon vecteur colonne L. Voilà. Alors, à partir de là, on est toujours dans la formulation faible discrète, là, hein, voilà, donc ça c'est une formulation faible au pluriel. On avait la non discrète et la discrète maintenant. Vous allez pouvoir calculer donc grand R, et là vous le calculez sans vous soucier des matrices élémentaires. Vous reprenez la définition de R et J, tout simplement. Et vous allez calculer grand R. Voilà. Ensuite, vous calculez le second membre. Donc, le second membre, on l'a noté ici, grand L. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez calculer, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir résoudre votre système. Vous allez donc trouver U, et puis vous recommencez en calculant cette fois-ci la matrice de rigidité élémentaire plus l'assemblage. Et vous devez retrouver la même matrice R que vous avez calculée juste avant. OK. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, le problème, c'est qu'en réalité, j'étais un petit peu vite. Vous ne pouvez pas trouver tout de suite U, parce que il faut, pour la résolution, c'est maintenant, en fait, la résolution, il faut prendre en compte les conditions limites. Donc, attention, c'est des conditions limites de Dirichlet non homogènes et homogènes. Et donc là, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'utiliser simplement la méthode où vous mettez des 1 partout et des 0 pour le reste, des 1 sur la diagonale, pardon, et des 0 partout, là où vous connaissez les conditions limites de Dirichlet. Et puis ensuite, vous faites la même chose, mais avec les multiplicateurs de Lagrange. Et vous allez donc trouver comme ça également, alors là, les inconnus que vous allez déterminer avec les multiplicateurs de Lagrange, ce sont les deux réactions. Alors, il va y avoir une réaction qui va être... alors, je ne vais pas présupposer dans quel sens elles sont, hein, donc je les mets positives. Vous allez avoir en fait une réaction, un effort de réaction ici, que je vais appeler RF du point O. Voilà. Et puis, j'ai une autre réaction ici, qui va s'appeler RF du point A, par exemple, si ça, c'est mon point sur lequel j'impose mon déplacement. Si je n'imposais pas de déplacement, bien sûr, RFA serait nul et mon déplacement ne serait dû qu'au poids propre. Voilà, donc vous pouvez préparer tout ça et la prochaine fois, on fait ça. Je vous remercie pour votre attention.